la TVT au cœur de l'information. C'est avéré, le Togolais aime construire, un désir noble de vivre chez soi. Les litiges fonciers coupent souvent l'herbe sous le pied de bon nombre d'acquéreurs de terrain. Le nouveau code a prévu des procédures d'immatriculation d'un bien immeuble à suivre dans un instant. Les fresques murales sont observées ces derniers temps à Lomé, une initiative des artistes plasticiens pour maximiser la sensibilisation contre le Covid-19. À suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. L'université de Kara s'ouvre au grand public. L'institution a démarré ses activités en 2004. Depuis 4 ans déjà, le chantier de la digitalisation est entamé. Des innovations introduites pour la qualité de l'enseignement. Nestor Mouzou. Depuis l'adoption de son plan stratégique décennal 2014-2024, l'Université de Kara cherche à devenir un pôle d'excellence. Elle entend rayonner à travers la qualité de l'enseignement. À cette fin, elle a introduit des innovations. Au nombre de celles-ci figurent la numérisation de l'environnement universitaire et la digitalisation de la pédagogie. Au cours de cette journée porte ouverte, il a été présenté au public les avancées enregistrées dans la gestion automatisée du cycle de vie de l'étudiant, le logiciel pour l'autonomisation de l'anonymat et désanonymat des copies d'évaluation et saisie des notes, et les résultats atteints en matière d'ingénierie de la pédagogie numérique. Fondamentalement, nous avons des activités pédagogiques qui aujourd'hui se déroulent à distance. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie de la pédagogie numérique. Nous avons également eu des activités de renforcement des capacités, c'est-à-dire des enseignants-chercheurs de l'université de Kara ont été formés à la pédagogie numérique. Un premier groupe par l'Agence universitaire de la francophonie au mois de juillet. Et ce groupe est devenu lui-même formateur. Et durant les 2 dernières semaines du mois d'août, ce groupe de formateurs a formé près de 200 enseignants de l'université de Kara. C'est dire que désormais l'université de Kara est armée en matière de ressources humaines pour faire face aux défis de la pédagogie numérique à laquelle nous ne pouvons plus échapper. Beaucoup de choses en plus de la pédagogie dont je viens de parler, ont été faites, c'est-à-dire la gestion du cycle de vie de l'étudiant, de sa pré-inscription à son attestation, en passant par son inscription, en passant par l'obtention de sa carte d'étudiant, le paiement en ligne et la gestion de ses copies d'évaluation. Tout ceci a été numérisé à l'université de Kara et c'est le résultat d'un travail qui a commencé depuis 2016 et qui se poursuit. L'avantage, c'est la rapidité, la fiabilité et la sécurité. Les enseignants-chercheurs de l'Université de Kara qui ont été formés à la pédagogie numérique ont reçu leurs attestations à l'occasion de cette journée porte ouverte. Les réformes que l'Université de Kara a engagées concourent à la rendre plus performante pour répondre aux exigences actuelles de la mondialisation. Cette institution est donc sur une bonne lancée. Elle a placé cette journée porte ouverte sous le thème impératif d'excellence et enjeu de visibilité. Le bilan à mi-parcours permet de constater que l'université de Kara a engrangé beaucoup de résultats positifs. Ce que nous saluons d'ailleurs, d'autant plus que tous ces efforts rentrent dans la droite ligne du processus de modernisation de l'enseignement supérieur dans lequel le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, s'est engagé depuis quelque temps. Nous ne pouvons qu'encourager les autorités de l'université de Kara à poursuivre ces efforts. Des avancées de l'université de Kara sont aussi à signaler au niveau de la construction des infrastructures.
2 amphithéâtres sont sortis de terre après 2 ans de travaux. L'un au campus sud, baptisé Agoura 21 janvier 2004, date à laquelle les cours ont commencé à l'université de Kara. L'autre au campus nord, lui porte le nom Agoura 21 janvier 1999, date portant création par décret présidentiel de l'université de Kara. Ces 2 amphithéâtres comptent 1000 places chacun et ont coûté 703 millions de francs. Ils sont inaugurés en même temps que l'unité de production des huiles essentielles dénommée Agropole Gingembre. Cette unité, construite à côté de la présidence de l'université au campus nord, est un projet initié en vue de la diffusion de la technologie d'extraction des huiles essentielles à base des plantes aromatiques. Les travaux d'installation de l'Agropole Gingembre ont nécessité une enveloppe de 86 197 000 francs CFA. Les cas de contamination au Covid-19 ne cessent d'augmenter. Le respect des mesures de protection est non négociable. Les frontières terrestres restent fermées, mais des citoyens passent par des voies illégales pour rentrer au pays. À Kémérida, dans la Bina, le service d'immigration a interpellé un groupe de Togolais qui revenaient du Niger. Nestor Mouzou. Ce groupe de femmes, d'hommes et d'enfants est arrivé à la frontière Togo-Bénin à Kémérida en provenance du Niger à bord de ce véhicule qui est supposé transporter des marchandises et des biens et non des personnes. Au poste de contrôle du service d'immigration, le groupe a voulu passer par la brousse afin d'éviter ce service et aller rejoindre le véhicule pour poursuivre le voyage. Dans la journée du 4 septembre 2020, nous menions nos activités de sécurisation renforcées tout au long de notre poste frontalier. Aux environs de 15 heures, nous avons remarqué une avancée d'un groupe d'individus suspects que nous avons interpellé. Ce groupe d'individus, au nombre de 31, dont 21 de nationalité togolaise et 10 de nationalité nigérienne, voulant alors traverser illégalement la frontière Togo-Bénin par des pistes. Interrogés sur leur provenance, ils nous déclarent avoir quitté le Niger à bord d'un camion TG 33-23-40-37 AY qui les a débarqués une fois proche de la frontière dans le Bénin. Ils devaient traverser après la frontière par les pistes et regagner le chauffeur qui les attendait dans le Togo. La suite de nos investigations nous a permis d'interpeller le chauffeur, le sieur Aledjou Aminou, né à Tchamba, âgé de 38 ans, demeurant à Lomé, au quartier Agoué. Nous étions allés chercher du travail au Niger. Nous sommes là-bas, on travaille. Mais il y a le temps que les paiements, on travaille, et c'est difficile de nous donner l'argent. Alors que nous sommes des étrangers, on ne connaît quelqu'un pour aller lui dire que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça qui nous a gênés, qu'on a décidé qu'on va retourner chez nous, c'est mieux. Vraiment. Il y a le Covid-19 qui a fait qu'on a fermé les frontières. Oui, est-ce qu'il ne fallait pas attendre? C'est vrai, on a entendu que les gens parlaient comme ça, mais on ne sait pas que c'est sérieux comme ça. Le préfet de la Bina, président du comité local de gestion de la riposte au Covid, alerté, a fait le déplacement de la frontière de Kémérida. Il lance un appel à la prise de conscience et à la vigilance. Ils sont rentrés, ils ont marché sur des distances, ils ont à rencontrer les gens, ils ont à saluer des gens et c'est vraiment très grave. Je voudrais que toute la population se mobilise. L'affaire est très simple, c'est un passager, il rentre chez lui. On le dénonce, 14 jours de mise en quarantaine et puis après, d'une façon sûre, vous savez que votre frère est revenu. Mais si vous le gardez qu'en fait il est malade, finalement, comment ça va se passer? C'est qu'il va contaminer toute la famille. Si les gens comprennent le danger qu'il a à accepter son frère sans le dénoncer pour mourir, il vaut mieux le dénoncer pour qu'on s'occupe de lui et pour qu'on soit quand même à l'aise et que la fraternité continue. Le comité de gestion de la riposte au Covid-19 de la Bina a placé ses voyageurs en quarantaine à l'hôtel Pagoda. Des prélèvements leur seront faits incessamment pour le test au Covid. Et à ce jour, dimanche 6 septembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus se présente au Togo comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1488, 11 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1006.
1106, 12 nouveaux guéris depuis hier, le nombre de cas actifs est de 350 et le nombre de décès est de 32. Un communiqué signé par le professeur Moussafa Mijiawa, ministre en charge de la Santé. Et vivre chez soi est une aspiration profonde du Togolais, un fait avéré. L'acquisition des biens mobiliers s'avère alors nécessaire et surtout, dans l'achat de terrain, certains se font anarquer. Le phénomène de double vente est dans tous les esprits. Pour mettre de l'ordre dans le secteur foncier, le Togo s'est doté d'un nouveau code. Le document édite de nouvelles procédures d'immatriculation des biens meubles, lesquelles Tchazina Baga. L'une des grandes innovations dans le nouveau code foncier et domanial porte sur les procédures d'immatriculation des biens immeubles dont les terrains. Ici, deux possibilités sont offertes aux acquéreurs, la voie administrative et la voie notariée. La voie administrative, vous achetez un terrain, vous avez un contrat de vente signé par l'acquéreur et le vendeur. Vous faites signer le contrat de vente par le chef canton du lieu de situation de l'immeuble et vous faites signer aussi par le maire du lieu de situation de l'immeuble. Et quand vous finissez de faire ça, vous venez chez nous avec le contrat signé par le chef canton et le maire. Vous venez avec le plan parcellaire du géomètre et vous venez aussi avec la photocopie de votre carte d'identité. Vous payez les droits de dépôt et nous commençons la procédure. En ce qui concerne la voie notariée, le vendeur et l'acheteur, ils vont chez un notaire pour se faire établir un contrat de vente. Et quand vous avez le contrat de vente du notaire, vous venez directement chez nous avec le plan parcellaire et la photocopie de votre carte d'identité. Vous payez les droits de dépôt et on commence la procédure. La procédure, une autre innovation de taille. Elle se fait désormais dans toutes les 5 régions économiques du Togo, dans les services de conservation de l'Office togolais des recettes OTR. Tout commence par le droit de dépôt de dossier. C'est un montant fixe de 2000 francs CFA. Vous payez les droits de dépôt, on vous donne un numéro de réquisition et la procédure suit son cours. Vous allez payer le journal officiel, c'est un droit fixe, c'est-à-dire que nous devons dire à ceux qui peuvent être intéressés que M. X veut immatriculer un terrain. Si quelqu'un a des oppositions à faire, il a le droit de faire ça. Donc, nous faisons la publicité pendant 3 mois. Chez nous, au service, au lieu de situation de l'immeuble, à la préfecture et aussi au tribunal. Quand le délai la passe, nous faisons ce que nous appelons le bornage contradictoire. C'est-à-dire que votre géomètre a fait le plan. Quand vous venez chez nous, il faut que le service du cadastre, du service de la conservation foncière de chez nous-mêmes aille aussi vérifier les limites techniques de votre propriété. Et c'est le plan du bornage contradictoire qui va figurer définitivement dans le titre foncier. L'autre nouveauté phare de la procédure d'immatriculation foncière concerne les droits à payer. Ici, les taux sont revus drastiquement à la baisse pour permettre à tout acquéreur de faire enregistrer aisément son bien. Il y a les droits d'enregistrement que vous devez payer. Le taux, c'était 12% de la valeur vénale de l'immeuble. Le nouveau Code général des impôts là, a réduit le droit là, à 5%. Ça veut dire que sur 1 million, avant, vous devez payer 120 000 comme droit d'enregistrement. Avec le nouveau code, vous allez payer 5%. Ça veut dire que vous allez payer 50 000. Il y a aussi l'ordonnance du 30 juillet, signée par le président de la République, qui accorde aussi d'autres facilités, qui a réduit même les droits de 5% là, pendant la période de crise sanitaire, qu'il a ramené à 1,5%. Ça veut dire que même les 50 000 qu'on pouvait vous demander sur une valeur vénale de 1 million, si vous venez chez nous aujourd'hui, on va vous prendre seulement 15 000. Tout ça, c'est pour accompagner les citoyens dans la période de la crise sanitaire. Bon, quand vous avez fini, nous allons vous créer ce qu'on appelle le titre foncier, qui est votre droit de propriété, qui est inattaquable. S'il est établi dans les conditions qu'il faut, le titre foncier est inattaquable. Ce n'est que dans des cas où
il y aurait manifestement fraude de la part de l'administration, que le titre foncier peut être attaqué. Sinon, si vous avez un titre foncier sur un immeuble, c'est le droit que tous les tribunaux de ce pays connaissent. Et quand il y a aussi un conflit entre deux titres fonciers, c'est le titre foncier le plus ancien qui l'emporte. Dans le nouveau code foncier et domanial, on a prévu ce que nous appelons le réseau géodésique national. Ça veut dire que chaque fois qu'un service du cadastre, de l'OTR, est allé faire le bornage contradictoire d'un immeuble quelque part dans la procédure du titre foncier, l'immeuble là figure sur le réseau géodésique national. L'avantage, c'est d'éviter les doubles et les triples ventes. Si c'est fait à Damparan, on sait que telle parcelle située dans tel canton de Damparan a déjà fait l'objet d'une demande d'immatriculation. Ça sécurise davantage les propriétés des citoyens. Dans la même tendance, les délais d'immatriculation sont fortement réduits. L'idée est d'aller vite en termes de sécurisation foncière, mais aussi de créer des conditions d'émergence d'entreprises pour les jeunes. Vous commencez un titre foncier dans ce pays avant, peut-être au bout de 5 ans, vous ne l'avez pas. Aujourd'hui, en termes de délai, normalement, au bout de 6 mois, vous devez l'avoir, puisque la division régionale est compétente pour créer les titres fonciers. Ça veut dire que vous achetez un terrain à Takmamba, au Tissuide, à Mango, à Saint-Cassé ou à Mandouri, vous venez chez nous, vous faites la procédure, on vous crée un titre foncier dans nos bureaux ici. On n'envoie plus rien à Lomé. Le gouvernement, avec nos partenaires, ils ont trouvé qu'il va falloir alléger tout ça pour assainir le climat des affaires. L'idée, c'est que si vous ne pouvez pas donner du boulot à tous les jeunes que vous formez, vous pouvez au moins créer les conditions dans lesquelles eux-mêmes ils peuvent créer leur propre business. Et vous connaissez la valeur du titre foncier. Vous déposez ça dans une banque, ce que vous demandez, on vous donne. La terre est une valeur sûre et disposer d'un titre foncier est une garantie immuable pour sécuriser son bien immeuble. Au-delà, avec le nouveau code foncier et domanial, le gouvernement donne une valeur économique forte au titre foncier qui peut servir d'hypothèque dans les banques pour garantir un crédit aux jeunes entrepreneurs. Et parlant de foncier et de travaux, le docteur Amé Kossi vient de rendre public ses travaux de recherche sur les matériaux de construction. Les résultats sont publiés dans 2 documents intitulés « Potentialité granulaire des sédiments des littoraux et formulation de la composition du mortier ». Les précisions avec Louis Kassi. Quel sable utiliser pour une construction durable et pérenne? Comment exploiter et optimiser les sédiments sans provoquer l'érosion côtière? Des questions qui ont guidé Dr Bolanini Amé Kossi dans sa recherche. La qualité des sables togolais, le dosage des composantes du mortier, notamment le mélange d'eau, de sable et de ciment pour le bétonnage. Spécialiste en génie civil, il a exploré tous les aspects de ces matériaux de construction utilisés sur le territoire national. Les résultats de ces recherches sont publiés dans les ouvrages scientifiques « Potentialité granulaire des sédiments des littoraux » et « Formulation de la composition du mortier » ici dédicacé. Je prends le ciment, je prends l'eau, il y a une quantité, je rentre dans un tableau, je sors la quantité de sable. Si je veux réaliser le parpaing, je rentre dans la partie parpaing. Je vais réaliser le crépissage, il rentre pas de crépissage. Et très simplement, on utilise. Les formules sont ramenées à un système très simple. Et avec d'autres résultats qui permettent à chacun de regarder, je veux réaliser les parpaings, où trouver le sable pour les parpaings. Je vais réaliser le béton, où trouver le sable pour le béton. Je vais réaliser le crépissage, où trouver le sable pour le crépissage. Mais une fois que je l'ai trouvé, je rentre dans un tableau et je lis la quantité de sable, ciment, eau, et je réalise mon ouvrage. Et je n'ai plus le problème de corrosion, le problème de dégradation. C'est la disponibilité de matériaux, la capacité, la qualité que offrent les sables qui longent tout le littoral. Puisque nous avons des sables fins pour le crépissage, les sables sont nos résultats, les sables gros pour le béton, les sables qui peuvent, les gros éléments qui peuvent être utilisés pour les graviers, nous avons les coquilles. Mais où trouver chaque élément pour ne pas provoquer l'érosion, mais dégrader la côte? Il faut noter aussi que cette formule qui est mise en place n'existait pas mondialement. C'est une première. Et donc, le Togo a pu mettre en place une formule qui est utilisée et est utilisable par tout le monde. Ces documents, fruits d'une recherche minutieuse et élargie,
propose aussi des lois et règles de distribution des dits sédiments. Il propose également une carte des sédiments du littoral togolais. Quand vous réalisez un bâtiment et le sable de bonne qualité, ou bien le doigt n'est pas respecté, c'est des années après que l'acier se gonfle. Je prends la quantité de ciment, un paquet de ciment, quelle quantité d'eau, quelle quantité de sable qu'il faut mettre. C'est cette proportion qu'on appelle la formulation. Et donc notre travail a sorti des équations qui permettent de définir cette formulation et n'importe qui peut utiliser sans savoir même qu'il y a des formules derrière. Chaque jour, les bâtiments poussent. Alors, ces résultats conditionnent l'utilisation du sable. Que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, les constructeurs, les maçons, les architectes, les urbanistes trouveront un ouvrage très utile, surtout sur l'utilisation du sable marin ou du sable silteux ou du sable tout court. Parus aux éditions universitaires européennes, ces documents ont permis à l'auteur de décrocher un prix scientifique international décerné par la structure World Championship 2018 in Civil Engineering. Hors du Togo, ravagé par des années de conflits, le Soudan du Sud vient de connaître un accord historique. Le 31 août dernier, un accord de paix est signé entre les belligérants. Un accord signé juste un an après l'éviction du président Omar el-Béchir. Augustin Kossi. Une lueur d'espoir pour la paix durable et la sécurité au Soudan. Après des mois de négociations, 4 organisations politiques et 5 mouvements armés réunis au sein du Front révolutionnaire soudanais ont paraphé un document, un accord de paix qui crée un nouvel État soudanais et entérine peut-être la transformation démocratique du Soudan ravagé par des conflits. Il devra mettre fin à 17 années de violence et de violation des droits humains, 17 ans de guerre qui ont fait des centaines de milliers de morts, notamment au Darfour. Un rayon d'espoir sans doute pour des millions de Soudanais de Darfour, de Kordofan du Sud et du Nil Bleu dont les droits ont été systématiquement violés. Les domaines concernés sont entre autres la sécurité, le foncier, la justice transitionnelle, la réparation et compensation, le partage des richesses et du pouvoir et retour des déplacés et réfugiés. Les mouvements armés devront à terme être démantelés et démobilisés et leurs bataillons intégrer l'armée régulière. Mais comment cela pourrait être effectif si certains groupes armés n'ont pas paraphé le document? Mettre fin à ce conflit qui n'a que trop duré suppose un cessez-le-feu permanent et l'octroi d'une liberté de mouvement sans entrave à la mission des Nations Unies au Soudan du Sud et aux acteurs humanitaires. Cet accord est qualifié d'historique pour beaucoup de raisons. La guerre qui a opposé le Nord et le Sud depuis 1955 a pris fin juste un an avant l'indépendance. Que d'accords de paix volés en éclats, de reprise de combat 2005. Un nouvel accord de paix qui a ouvert la voie à la sécession du Sud. Le leader de la rébellion soudanaise s'en est opposé et en a appelé à un nouveau Soudan. Mais il est mort juste un an avant la sécession. Avril 2019, le régime du président Omar al-Béchir est renversé après près de 30 ans de règne. Le 17 août dernier, le chef de la rébellion Riek Machar avait signé l'accord de paix à Addis Abeba, mais le président Salva Kiir avait émis certaines réserves. Les protocoles paraphés le 31 août 2020 sont-ils de nature à établir des bases solides d'une paix durable au Darfour et les autres régions en proie à la guerre? Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, salue une étape cruciale nécessaire pour mettre fin à un long conflit qui a dévasté le Soudan du Sud et soumis son peuple à des souffrances. Pour les États-Unis et l'Angleterre, c'est une étape fondamentale pour la transition démocratique au Soudan. Mais les différents acteurs porteront-ils cette fois-ci le coup de grâce en mettant en avant l'intérêt du peuple? Retour au Togo, transformation des produits locaux pour poursuivre cette édition, direction Koni dans le Tone. La coopérative Moïnibé est spécialisée dans la production de moutarde à partir de la transformation des graines de néré et du soja. Chazim Nabaga.
Voici l'usine de transformation des graines de néré et de soja en moutarde de la coopérative Moinib de Koni dans la préfecture de Thone. Tout commence ici 4 jours plus tôt par la préparation des graines pour séparer l'amande de la coque. Pour préparer nos moutardes, nous vannons d'abord. On vanne, on enlève les ordures qui sont dedans. Après avoir vanné, nous arrangeons, on enlève les pierres qui sont dedans. On prépare durant toute une journée. Le lendemain matin maintenant, on prend le néré, on mélange avec le sable fin, nous pilons. Après avoir enlevé la peau de néré, il y a une odeur qui reste sur les graines de néré. Donc, pour enlever l'odeur là, nous préparons argile. L'argile là, on pétrit ça bien et on prend maintenant les grains, on met dans l'argile. La solution argileuse permet également de trier les amandes de meilleure qualité. Ces amandes sont rincées à l'eau propre, puis essorées avant d'être remises au feu pour les ramollir avec de la potasse. Une fois bien ramollies, les amandes sont à nouveau essorées, puis gardées 2 jours avant d'être écrasées et séchées pour obtenir cette farine à modeler. Nous sommes en train de faire les boules. Donc il y a 3 sortes de boules. Il y a les boules en rond, il y a la grosse boule et le long. Et c'est à base de ça là, pour lisser. Ça là, c'est pour mesurer et faire pour que ça soit solide. Après ça, maintenant, nous prenons les bois là, les tiges de mil. Nous lissons avec ça là, que ça soit très joli à voir. Et si on ne lisse pas et que vous laissez ça à l'air libre, les mouches peuvent rentrer dedans. C'est le même traitement qui est réservé pour les 2 types de moutarde que la coopérative produit, l'une à base de néré et l'autre de soja. L'une ou l'autre peut être assaisonnée à l'arachide. Notre moutarde est une moutarde de qualité, moutarde bio, parce que les graines sont cueillies naturellement sur les arbres et c'est avec ça que nous transformons et c'est produit localement. Notre moutarde est une moutarde vraiment très riche et qui est vraiment très conseillée. Nous l'utilisons dans la préparation de nos sauces et ça améliore notre santé. Si quelqu'un a la tension, donc on le conseille de consommer la moutarde naturelle, donc il vient chez nous, il prend notre moutarde, il prépare. D'autres personnes, quand ils vont à l'hôpital, on leur dit de ne pas consommer cube et autres. Donc quand ils viennent, c'est nous, notre moutarde qu'ils prennent, ils font la sauce. Au-delà de ses vertus nutritionnelles et organoleptiques, la moutarde est avant tout une importante source de revenus pour les membres de la coopérative Moinib de Koni dans la préfecture de Thone. Avec la moutarde que nous produisons, nous nous organisons et l'argent que nous trouvons, nous mettons ça dans un compte que nous avions ouvert dans une microfinance. Et c'est à la fin d'année que nous nous retrouvons tous les membres pour voir ce que notre activité nous a rapporté. Et au cours de l'année, s'il arrive qu'un de nos membres tombe malade, nous prélevons l'argent là, nous lui donnons pour qu'il se soigne et dès qu'il se rétablisse, il nous rembourse également l'argent. À travers cette activité, nous faisons aussi 2 petits prêts aux membres et chacun développe son AGR. Et là, à la fin, on vient, on rembourse. À la fin de l'année, nous faisons la situation, nous faisons une réunion et que pour voir qu'est-ce que notre activité nous a rapporté et c'est ce qui nous permet aussi d'acheter la matière première pour pouvoir transformer pour l'année qui suit. Le chiffre d'affaires que nous réalisons se situe entre 50 000 et 100 000 dans le mois. S'il faut aller en année, nous avoisinons le million. L'argent que je gagne dans la coopérative me permet d'acheter les céréales, les stocker et revendre après pour pouvoir subvenir à mes besoins. Bientôt, c'est la rentrée des classes. Et donc, lorsque mon mari n'a pas encore l'argent, je donne l'argent et il paie le collage pour nos enfants avec les fournitures. Et quand il a l'argent, il m'aide aussi. Donc, la coopérative nous permet de sortir dans les difficultés au niveau de mon ménage. Avec l'argent que nous gagnons et que nous épargnons, ça permet à certains membres de la coopérative d'acheter leur propre terrain. Une fois la mise en forme terminée, la moutarde est conditionnée avant d'être commercialisée. C'est la moutarde
en poudre. Ça, on ne mélange pas avec l'arachide. C'est à base de néré seulement. Nous séchons et on écrase ça en poudre et nous mettons dans les boîtes. Ceux qui ont un problème de santé, par exemple la tensionnaire, ceux qui ont les tensions, ils nous disent, nous les faisons pour eux. Ça, c'est par commande même. Mais on fait tout et tout pour satisfaire ceux qui ont commandé. La grande boule, ça fait 3 000. Les moyens, 1 000 francs. Et les plus moyens encore, 500 et 250. Maintenant, les ronds, on vend ça 25. Après avoir fini, on vend ça à Dapan, à Lomé. Et si quelqu'un vient à l'étranger aussi, on l'envoie. La coopérative Moinib est créée en avril 2017. Elle compte 24 membres. Comme perspective, elle ambitionne de moderniser le processus de fabrication de la moutarde et de disposer d'une unité de transformation pour accroître sa production. Pour ce faire, elle compte sur l'accompagnement du gouvernement qui mise sur l'entrepreneuriat rural pour booster la croissance économique. Culture et lutte contre le Covid-19, de l'art au service de la sensibilisation des populations, surtout des zones reculées ou enclavées. Les fresques murales qui appellent à la prise de conscience et à la protection au maximum contre le Covid-19. Allons donc à la découverte de ces peintures murales réalisées par des artistes plasticiens avec Noélie Assogba Ouma, un sujet présenté par Sonia Menito. Des artistes en phase avec le temps. À quelques mètres du feu tricolore de la Lonato, une peinture murale qui renseigne sur les gestes barrières du Covid-19. Et cela accroche et interpelle. Si on prend ces fresques qu'on vient de voir, on a mis les masques, tout ça, là, ça me fait savoir que le port du masque est vraiment important dans cette période de crise que nous sommes en train de traverser. Vraiment, c'est une bonne initiative. Ces fresques que vous voyez par là nous permettent d'avoir une idée sur l'importance capitale que joue le secteur médical dans la lutte contre le Covid-19. Nous voulons dire également que ces fresques-là nous permettent d'avoir une idée et de savoir qu'il est très important que chacun de nous puisse avoir son masque. Dans les figurines, des patients, mais aussi des clins d'œil au personnel soignant. Un décor qui retient irrésistiblement l'attention des patients. L'artiste a illustré les aides-soignants qui, depuis le début de la pandémie, luttent nuit et jour pour éradiquer, et aussi a indexé les enfants de la rue qui sont souvent en contact régulier. J'ai remarqué que la plupart des personnages sont des Africains. Les gens qui sont ici, ils ont tous porté du cache-nez et en réalité, c'est comme si le dessinateur il est en train de nous demander de nous protéger contre le coronavirus. Une fresque murale d'un groupe de jeunes artistes plasticiens et graffeurs. Ils apportent ainsi leur contribution à la lutte contre le coronavirus. On a remarqué que la population la plus démunie n'ont pas les informations qu'il faut. Ils ne se protègent pas, ils ne prennent pas des précautions. Donc c'est à partir de ce moment qu'on a décidé de faire ces œuvres pour pouvoir sensibiliser la population. Et la position du mur nous permet de sensibiliser beaucoup de personnes, de toucher beaucoup de monde. Réellement, le message, c'est de prendre conscience que le Covid existe réellement. Et secondo, c'est de pouvoir aider les jeunes de la rue. On a travaillé avec eux. Ils ont participé aux fresques. Ils ont participé à l'élaboration des fresques aussi. Voilà pourquoi ils sont représentés ici. Des œuvres comme celle-ci, il en existe un peu partout à travers la ville. Sur le corridor baptisé le chemin de la paix, on retrouve des fresques. Ici, c'est toute une histoire qui se raconte. On a dessiné les oiseaux. Ça symbolise la paix. On aime beaucoup la paix. Par exemple, les murs. On a écrit les faiseurs de paix sont braves. Ça symbolise la paix parce qu'ici, il y a une colombe de la paix. Donc les brevets de paix sont braves, c'est une paix. Et la fresque, ça dépend de l'artiste finalement, puisque la fresque n'est qu'une technique. C'est l'artiste qui exprime des sentiments, des émotions, des idées, des pensées, des positions, des prises de position sociales, politiques, etc.
ou alors ça peut être la traduction donc d'une position, d'une pensée du commanditaire. Quand on prend le chemin de la paix à Lomé, à Amtiévé, c'est un message de paix, puisque c'est le thème principal que les artistes qui ont travaillé là-bas ont eu à développer. Plusieurs autres fresques murales jonchent déjà les voix et font ressortir ces idées majestueuses du génie créateur des plasticiens et graffeurs togolais. Ils sont parfois porteurs de messages à travers des thématiques variées, empreintes d'originalité. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur la TVT La Première. Coucou spécial à celles et ceux qui donnent de leur temps pour soigner les malades du Covid-19. Prenez soin de vous, gardez toujours le meilleur quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.